Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour, mon nom c'est Chantal Kimden, je suis professeure agréée à l'Université de Sherbrooke et je voulais partager avec vous une présentation que j'ai montée dans le cadre du colloque de l'éducation nationale en France qui porte sur l'organisation des services de support ou de soutien pour les élèves en situation de handicap qui ont différentes difficultés développementales et qui sont d'âge scolaire. Donc, la présentation, l'idée, c'est vraiment de vous parler d'un nouveau modèle de service qui s'appelle Partnering for Change, qui a été développé en Ontario et qui a été présentement testé principalement en ergothérapie. Donc, je suis physiothérapeute de formation, mais je m'intéresse vraiment à comment mieux soutenir les élèves ou les enfants qui ont des difficultés développementales et peu importe leurs difficultés et pas nécessairement dans une perspective disciplinaire, mais vraiment pour favoriser le travail en équipe et mieux soutenir ces élèves. Donc, j'ai eu la chance de travailler sur ce modèle qui a été développé en Ontario, mais aussi, de plus en plus, on commence à avoir différents projets pour expérimenter ce type de modèle au Québec, et c'est ce que je vais partager avec vous, et discuter des implications pour la France, notamment, qui eux aussi sont dans une mouvance où, particulièrement en ergothérapie, il y a une volonté d'inclure plus de professionnels dans les milieux scolaires. Donc, avant de débuter formellement, un tout petit peu de géographie. Donc, je suis basée à Sherbrooke, dans le sud du Québec, et le modèle a été développé par une équipe à Keynsham, qui est dans le sud de l'Ontario, donc plus spécifiquement à Hamilton, et l'équipe s'appelle Keynsham. Et voici donc l'équipe et mes collègues. Et la dame qui est encerclée en rouge, c'est Cheryl Misuna, et c'était vraiment important pour moi de reconnaître son leadership dans le développement du modèle de service Partnering for Change, qui est vraiment son programme de recherche. Et c'est d'ailleurs elle qui m'a généreusement prêté plusieurs des diapositives que vous allez voir aujourd'hui, que j'ai traduit en français, mais qui expliquent vraiment bien l'idée, la philosophie du modèle de Partnering for Change. Je vais aussi vous présenter mon équipe. Donc, à Sherbrooke, le Grand R en célébration de Noël cette année. Donc, on est une physiothérapeute, une ergothérapeute, Mélanie Couture, qui ont créé un laboratoire qui s'appelle le Grand R, donc qui est un acronyme pour le groupe de recherche axé sur le neurodéveloppement, et plus particulièrement le volet réadaptation. Et on a maintenant plusieurs étudiants, coordonnateurs de recherche, donc oui, en physiothérapie, ergothérapie, mais également avec différents parcours disciplinaires en psychologie, psychoéducation, entre autres. Et on a aussi plusieurs collaborations avec des médecins et différents autres professionnels. Et mon programme de recherche particulièrement s'intéresse vraiment à utiliser les meilleures pratiques, tout ce qu'on a comme connaissances entourant le transfert des connaissances, donc le TC, mais aussi nos connaissances sur les meilleures façons d'organiser les services de santé pour être capable de développer, implanter puis évaluer des services innovateurs de première ligne. Puis quand on parle de première ligne, c'est vraiment des services donc à l'extérieur des murs hospitaliers, pas sur-spécialisés, mais plutôt communautaire, vraiment dans le milieu, sur une base plus accessible, sans plateau technique nécessairement. Et l'idée, c'est vraiment d'être capable d'améliorer l'accès et la prise en charge des enfants qui sont à risque d'avoir des retards, soit moteurs ou plus généralement des retards globaux au niveau de leur développement. Je m'intéresse particulièrement, dans le fond, aux enfants qui n'ont pas accès en temps opportun ou qui n'ont pas accès du tout aux services de réadaptation public. Donc, on a un système de réadaptation en place, mais qui ne permet pas nécessairement de répondre aux besoins de tous les enfants. Et il y a 3 stratégies que j'utilise particulièrement pour développer des nouveaux services pour ces enfants-là. Donc, en implantant des services en milieu scolaire de manière virtuelle, donc en utilisant l'Internet, et des services volets qu'on appelle un peu plus en communauté, et particulièrement auprès des communautés plus vulnérables. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de focuser sur le volet plus scolaire, donc et de vous parler plus spécifiquement du projet qui découle du modèle qui s'appelle Partnering for Change, donc partenaire pour le changement. Et je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, peut-être que certains pratiquent déjà de façon similaire à Partnering for Change, et peut-être que c'est nouveau pour vous. Vous allez voir qu'il y aura quelques références, dont notamment un site web où vous allez trouver vraiment beaucoup plus d'informations si ça vous intéresse pour Partnering for Change. Mais aujourd'hui, j'essaie de vous donner vraiment un aperçu plutôt global du modèle comme tel.
Donc, c'est une présentation ici là, que Cheryl Messina m'a généreusement partagée, où on explique dans le fond vraiment c'est quoi le modèle, et c'est important de comprendre que c'est un modèle à multiniveaux, donc 3 niveaux principalement, qui est fondé sur les données probantes, c'est-à-dire les meilleures pratiques en termes d'ergothérapie, mais beaucoup plus largement de réadaptation, de services de réadaptation, de services scolaires en milieu scolaire. Et ce modèle-là a été testé aussi en Ontario. Le développement remonte à 2008, quand les collègues, dans le fond, en Ontario, ont commencé à faire des projets pilotes pour implanter Partnering for Change. Ça fait déjà plus de 10 ans. Et c'est à partir de 2012 que, personnellement, j'ai rejoint leur équipe au moment où ils étaient dans l'implantation à beaucoup plus large échelle, dans une quarantaine d'écoles en Ontario. Et depuis, ça a été repris de différentes façons dans diverses écoles à l'ensemble de l'Ontario, et il y a des outils, il y a toutes sortes de projets connexes qui ont été développés et qui sont en cours en Ontario. Je dirais que ça a fait boule de neige aussi, même au niveau international. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont en cours, pas toujours formellement documentées, mais c'est le modèle, je vous dirais, qui est peut-être le plus intéressant en ce moment pour organiser les services de santé ou de réadaptation en milieu scolaire. Et c'est depuis environ 2017, si je ne me trompe pas, qu'on commence à travailler avec ce modèle-là de façon plus explicite au Québec également. Donc, à la base, Partnering for Change, c'était vraiment un modèle qui a été développé pour répondre aux besoins des enfants qui ont un TDC, donc un trouble développemental de la coordination. Depuis, ça a évolué, puis c'est utilisé de plus en plus pour l'ensemble des enfants. Mais au départ, c'était vraiment spécifiquement pour les enfants qui ont un TDC, et c'est important de comprendre la philosophie dans laquelle ça a été développé. Donc, si vous êtes familier avec la CIF, qui est la classification internationale du fonctionnement, vous allez reconnaître la figure ici à l'écran. Et dans le fond, si je fais le parallèle avec le TDC, qui est un problème de santé chronique, donc qui n'est pas quelque chose qui va disparaître dans le temps, du côté gauche, dans le fond, ce qu'on sait, c'est que pour avoir un TDC, ou quand on a un TDC, dans le fond, on va avoir une déficience motrice ou des difficultés d'apprentissage moteur qui ne seront pas mieux expliquées, dans le fond, par d'autres conditions de santé. Ce qu'il faut savoir comme répercussion, c'est qu'on a donc des difficultés au niveau des habiletés motrices pour réaliser certaines activités qui demandent la coordination. Et au niveau de la participation, bien évidemment, il va y avoir un impact sur les activités de la vie quotidienne, la productivité scolaire, les activités, etc. Le TDC, dans le fond, va dépendre, en fait, ne devrait pas dépendre des possibilités d'apprentissage, des compétences ou des habiletés. C'est-à-dire que même si l'enfant a eu des opportunités pour apprendre une activité, un enfant qui a le TDC reste avec des difficultés dans le fond d'apprentissage pour cette activité particulière. Et ces activités-là, où le fait d'observer chez l'enfant différents enjeux moteurs remontent dans le fond à la période au niveau du développement précoce. Le modèle de Partnering for Change, donc, a été vraiment développé avec une emphase sur la participation. Donc, et particulièrement en France, peut-être, il y a des approches d'intervention qui vont être un peu plus, et au Québec également, qui vont être un peu plus centrées sur les aspects d'efficience motrice ou d'être capable vraiment d'exécuter certaines habiletés spécifiques. Partnering for Change, l'enfance est vraiment sur le fonctionnement, la participation, et donc particulièrement en milieu scolaire. Et c'est important parce que vous allez voir que c'est ce qui va orienter un peu aussi le type de stratégie, d'activité qui vont être préconisées, dans le fond, dans le cadre de ce modèle. Si on fait un petit historique, pourquoi initialement ça a été développé et pourquoi on pense que c'est encore probablement la meilleure façon d'organiser les services, encore une fois, oui, en ergothérapie, mais plus largement en réadaptation ou encore au Québec, ce qu'on appelle les professionnels non enseignants, donc des services de soutien ou des services de support, on pourrait dire en France. C'est que la façon classique, le modèle classique, dans le fond, d'organiser les services en milieu scolaire, c'est que quand on identifie un enfant qui a des difficultés, l'enseignant, dans le fond, va donc identifier cet enfant-là, le référer souvent, et cet enfant-là va être sur une liste d'attente. Et en ergothérapie, par exemple, au Québec, en Ontario, la plupart des endroits au Canada, dans le fond, l'enfant va être mis sur une liste d'attente qui va prendre jusqu'à 2-3 ans avant que l'enfant soit vu. Fait que pendant ces 2-3 ans
là et que l'enfant, dans le fond, on le voit là, sur l'écran, devient sur la pine de la liste, si vous voulez, et sera éventuellement vu par un ergothérapeute. Mais évidemment, il y a un paquet de conséquences secondaires. Il y a un 2-3 ans qui passe où l'enfant, dans le fond, n'a pas de soutien par rapport à ces difficultés. Puis peut-être encore pire ou de façon ce qui amplifie les conséquences ou les problèmes, c'est qu'en ergothérapie, le modèle traditionnel, puis encore une fois, pas juste en ergothérapie, mais pour la plupart des professionnels en réadaptation, les professionnels non enseignants, les professionnels vont travailler avec l'enfant, vont faire une évaluation, vont faire des recommandations, mais l'éducateur, c'est peut-être pas exactement ce qui se passe. Oui, il peut y avoir certaines communications formelles ou informelles, un rapport, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment est-ce qu'on outille l'éducateur pour intervenir en classe? C'est un petit peu plus difficile. Et le même scénario, dans le fond, va se répéter au fur et à mesure qu'on va avoir des nouveaux enfants qui ont des difficultés, mais l'éducateur reste toujours avec les mêmes enjeux, dans le fond, dans sa classe et pas nécessairement outillé pour être capable de mieux intervenir. Donc, en quoi est-ce que Partnering for Change est un modèle différent? Eh bien, en fait, quand on a un enfant qui a des difficultés, et je vais revenir sur comment on identifie cet enfant-là. Bien, en fait, oui, il y a un ergothérapeute qui va venir dans la classe ou dans l'école ou dans la cour de création, dans les cours d'éducation physique, donc vraiment en contexte. Et c'est peut-être l'ergothérapeute ou c'est peut-être l'éducateur qui va identifier l'enfant, mais ça va se faire de façon beaucoup plus dynamique, intégrée souvent à l'intérieur de différentes activités et non pas via des outils de dépistage systématique. Et cet ergothérapeute-là va entrer en discussion, dans le fond, avec l'enseignant pour comprendre un peu mieux la situation, ce que l'enseignant a observé, partager aussi ce que l'ergothérapeute a observé à l'intervenant. Et l'intervention, dans le fond, va se faire en classe pour maintenir le jeune en classe et améliorer son fonctionnement. Donc, c'est vraiment une perspective d'intégration, de participation, de soutien en classe, mais aussi qui permet d'outiller l'éducateur pour que lorsqu'il est seul, donc sans la présence d'un professionnel dans sa classe, il vienne développer des stratégies, des outils pour favoriser encore la participation et le fonctionnement de l'enfant. Donc, les objectifs de Partnering for Change ou Partenaires pour le changement en français, si vous voulez, c'est vraiment d'identifier plus précocement et d'intervenir plus précocement auprès des élèves qui ont des besoins spéciaux, de renforcer la capacité des éducateurs puis des familles à comprendre puis à gérer les besoins des enfants. Donc, vraiment d'outiller les enseignants et les familles. De prévenir aussi les conséquences secondaires puis faciliter la prise en charge. Donc, pas d'éviter les délais administratifs, d'attente, les procédures pour que vraiment l'intervention soit vraiment au moment opportun, en contexte pour soutenir le fonctionnement. Et donc, le quatrième, vraiment d'améliorer la capacité des enfants à participer avec succès à l'école et à la maison. Donc, oui, à la maison, mais avec un enfant, vous allez voir un petit peu plus sur des interventions qui sont en contexte scolaire. Donc, pourquoi Partnering for Change? En fait, le 4C, ce que ça veut dire, c'est le développement des capacités via la collaboration et le coaching en contexte. Donc, le titre, c'est oui, un partenariat pour changer les pratiques, changer nos façons de faire, mais c'est aussi, ça résume un peu les ingrédients clés de Partnering for Change. Donc, vraiment un enfant sur le développement de capacités, sur travailler ensemble en collaboration. Le coaching, donc, est vraiment plus toute la partie d'accompagnement, pas nécessairement de dire quoi faire, évidemment, mais de travailler ensemble pour résoudre des problèmes. Et en contexte, donc, pas nécessairement, encore une fois, toujours dans la classe, mais dans le contexte scolaire, dans les différents environnements et activités à l'école. Donc, voici la figure illustrant le modèle comme tel. Vous voyez, c'est un modèle multiniveau, donc il y a 3 niveaux en partant du niveau 1, qui est celui à la base de la pyramide, qui est le design universel pour l'apprentissage. Niveau 2, qui est les instructions différenciées. Et le troisième, au bout de la pyramide, qui est l'accommodation. Donc, les services deviennent de plus en plus intensifs au fur et à mesure qu'on va vers le sommet de la pyramide. Et donc, moins d'étudiants devraient avoir besoin de services de niveau 2 par rapport au niveau 1. Et évidemment, moins d'étudiants ont besoin de services de niveau 3 ou d'accommodation par rapport au niveau 2. Et à la base, c'est vraiment une question de développement des relations et de transfert des connaissances. Le développement des relations, c'est vraiment entre donc, les ergothérapeutes, puis plus largement, ça pourrait être entre des professionnels de réadaptation, des professionnels non enseignants et les équipes écoles. Donc, pas juste les enseignants, mais ça pourrait être aussi des gens qui travaillent
pour des surveillants récréation, sur l'heure du midi. Donc, c'est vraiment entre une équipe de réadaptation, de soutien à l'adaptation scolaire et des équipes écoles. Et c'est cette idée de transfert de connaissances, de développement des capacités de façon très bidirectionnelle pour être dans une approche de résolution de problèmes et vraiment de soutien à l'enfant. Donc, avec autour de la pyramide, on voit les parents, les enseignants, les étudiants, donc les élèves et les thérapeutes. Et c'est vraiment ça le cœur de Partnering for Change, donc ce travail en collaboration et cette emphase sur le design universel pour l'apprentissage ou vraiment sur un soutien aux activités pédagogiques, éducatives, mais qui tient compte des besoins développementaux des enfants pour leur permettre de fonctionner, de réussir. Et cette observation systématique, pas dans le sens de dépistage systématique, mais d'observation systématique pour voir les enfants qui auraient besoin de soutien, dans le fond, davantage et graduer, dans le fond, l'intensité de l'intervention. Donc, au premier niveau, l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble de façon universelle, donc avec un enseignement différencié, ce qui veut dire, dans le fond, d'être un enseignement explicite, d'utiliser différentes stratégies pour s'assurer que les enfants vont tous bien comprendre. Le deuxième niveau va être davantage sur des interventions en petits groupes, toujours en contexte scolaire, pas dans un coin de la classe, mais s'il y a une activité de ciseaux, par exemple, puis qu'il y a différents coins dans la classe où les enfants travaillent en petits groupes, l'ergothérapeute, en collaboration évidemment avec l'enseignant, va avoir identifié un sous-groupe d'enfants avec lequel il va travailler particulièrement, le même genre d'activité, mais avec une expertise ou une façon de faire, une emphase sur la résolution de problèmes, puis l'essai de stratégie pour que ces enfants-là, dans le fond, soient en mesure, eux aussi, d'être capables de réaliser l'activité. Et seulement pour les enfants qui répondront pas à l'intervention, quand on parle de modèle de réponse à l'intervention, ça veut dire qu'ils vont avoir des difficultés en dépit de cette intervention plus spécifique. C'est ceux qui vont, dans le fond, être vus au niveau 3, qui vont recevoir des services de niveau 3, je devrais dire, où on va faire une demande de consentement aux soins pour des services de santé. On va informer la famille qui va avoir une démarche, évidemment, si la famille est d'accord, plus spécifique avec ses enfants. Il n'y a pas une évaluation complète détaillée qui est toujours nécessaire, mais c'est vraiment une analyse qui est dynamique pour être vraiment en mode donc plus individualisé, mais sur une réponse à une intervention dans une perspective de fonctionner, de favoriser le fonctionnement ou la réussite d'une activité particulière. Donc, à la base de tout ça, évidemment, il y a le développement des relations de transfert des connaissances, mais c'est l'idée aussi, évidemment, d'appliquer les meilleures pratiques ou l'application des connaissances, vraiment dans une perspective aussi de changer l'environnement scolaire, pas juste physique, mais socio-culturel, humain aussi, donc cette idée de développement des capacités pour être capable d'assurer un environnement vraiment inclusif pour tous les enfants. Et évidemment, à travers tout ça, il y a l'idée de partager les stratégies avec les familles pour les soutenir. À la base, c'était beaucoup pour les enfants au 3e niveau, mais de plus en plus, dans le fond, on parle d'activités pour les parents, pour l'ensemble des parents dans une école et en suivant cette même logique-là de graduation de l'intensité de l'intervention. Donc, de façon schématique, niveau 1, on a un ergothérapeute et un enseignant qui va travailler avec l'ensemble d'une classe ou d'un groupe dans une activité. Au niveau 2, on a encore une fois l'ergothérapeute et l'enseignant qui va travailler avec un sous-groupe d'enfants. Et au dernier niveau, la famille est particulièrement impliquée et on va viser vraiment juste un enfant à ce moment-là. Là, vous allez peut-être me dire, ben, ça ressemble à ce qu'on fait. Peut-être, et super. Mais il faut vraiment comprendre que c'est un changement de paradigme total en ergothérapie, puis pour la plupart des autres professionnels de réadaptation. On est habitué de travailler avec un client, c'est-à-dire que moi, comme ergothérapeute, physiothérapeute, orthophoniste, je vais aller peut-être dans une école, mais pour un enfant particulier. Maintenant, avec ce modèle-là, on considère que c'est l'école qui devient un client. Donc, c'est pour répondre aux besoins de l'ensemble des enfants, mais aussi plus largement de l'ensemble des acteurs, des adultes dans cette école. Et donc, l'accent est mis sur des services universels qui vont répondre vraiment aux besoins de l'ensemble, mais aussi ciblés, pas nécessairement individualisés à la base, mais ciblés, donc plus spécifiques en fonction d'activités, puis toujours avec cette optique de renforcer les capacités et d'avoir un impact sur la réussite éducative et la participation de l'enfant.
Fait que l'idée, c'est vraiment qu'en changeant l'environnement à la fois physique, social, mais les stratégies d'apprentissage aussi, on est capable d'améliorer la participation des enfants sans nécessairement faire d'évaluation diagnostique. C'est vraiment important de comprendre. Donc, on commence pas avec une évaluation, à dépister une évaluation, qu'est-ce qui se passe, essayer de comprendre et ensuite développer un plan de traitement ou d'intervention. Mais c'est vraiment beaucoup plus sur une approche de résolution de problèmes en contexte sur le moment. Dans cette optique-là, encore une fois, de soutenir la réussite et la participation. Peut-être dans certains cas qu'on arrivera à avoir une évaluation, mais c'est certainement pas le point de départ et en soi, c'est un changement majeur dans la façon de travailler. C'est important aussi, donc si on parle de développement de relations, de collaboration, de comprendre que ça prend du temps et ce n'est donc pas d'aller dans une école pour un enfant particulier de façon ponctuelle, mais il faut être capable de passer du temps dans une école et jusqu'à présent, le modèle du côté recherche a été vraiment documenté à raison d'une journée par semaine en ergothérapie dans une école donnée. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un modèle de charge de travail, donc un jour par semaine et non pas de cas, c'est-à-dire 10 enfants à voir, par exemple. Donc, ça change vraiment les pratiques. Et si vous voulez plus d'informations sur les résultats au niveau de la recherche, les apprentissages, etc., je vous invite à consulter le rapport qui est www.partneringforchange.ca et où vous allez voir notamment les chiffres en termes d'activité, qu'on arrive à avoir plus d'enfants, pas nécessairement au niveau individuel, au niveau 3, mais plus d'enfants sont soutenus de façon générale, les données sur la satisfaction des parents, des enseignants, qui sont de façon générale très, très positifs, et aussi sur la participation, où on voit certains changements au niveau de la capacité des enfants à participer dans différentes activités. Et si vous avez des questions plus spécifiques sur Partnering for Change, je veux quand même vous référer à l'équipe principale qui est à Kenshare, donc à Hamilton, et Léa Dix, qui est la coordonnatrice du projet, donc vous aurez toutes ces coordonnées. Maintenant, au Québec, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, outre traduire le modèle, évidemment, en français, c'est vraiment une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Partnering for Change, au Québec. C'est important de savoir qu'en Ontario, ils ont des professionnels d'adaptation, physio-ergo-orthophonistes dans les écoles, ce qu'on n'a pas nécessairement au Québec. Donc, en Ontario, il y avait des équipes de réadaptation dans les écoles, et tandis qu'au Québec, ce qu'on avait, c'était particulièrement des professionnels non enseignants. Certains orthophonistes, mais beaucoup psychoéducateurs, orthopédagogues, psychoéducateurs, etc. Tandis que les professionnels de réadaptation étaient plus en centre de réadaptation en deuxième ligne et donc moins présents dans les écoles. C'est en train de changer. De plus en plus, on a engagement par les commissions scolaires ou les écoles, mais ça reste beaucoup moindre qu'en Ontario où depuis des années, il y a vraiment des professionnels de réadaptation. Et ce qu'on a fait, c'est vraiment de réfléchir à dire, est-ce que le modèle est approprié pour le Québec? Comment ça pourrait fonctionner? Ce serait quoi les meilleures pratiques? Et c'est la première chose qu'on a faite, donc un examen de la portée des pratiques exemplaires, c'est-à-dire c'est quoi les meilleures pratiques pour travailler en contexte scolaire. Et c'est là où vraiment la RAI, qui est la réponse à l'intervention, ou des modèles multiniveaux, dans le fond, sont ressortis comme étant un modèle qui pourrait nous permettre de structurer, d'englober l'ensemble des meilleures pratiques. Et suite à ça, il y a eu une réflexion avec des partenaires pour dire, oui, mais ce qu'on veut savoir, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut optimiser les rôles de chacun dans un modèle de réponse à l'intervention. Ce qui était souhaité, c'était pas nécessairement un nouveau modèle, mais vraiment de soutenir l'implantation avec les partenaires qui travaillaient déjà avec des modèles de réponse à l'intervention pour être capable d'avoir une approche cohérente pour l'ensemble des activités pédagogiques, académiques et des professionnels. Donc, on a fait une démarche, dans le fond, pour voir si on est capable de mieux soutenir nos enfants qui ont des difficultés développementales à l'intérieur des modèles actuels de RAI. Et il y avait plusieurs similarités entre les modèles de RAI et les modèles comme Partnering for Change, avec plusieurs niveaux, avec de UDL, qui est l'apprentissage universel, du dépistage. Mais de plus on comprenait comment ça fonctionnait, le modèle de réponse à l'intervention, qui était actuellement implanté au Québec. Puis là, on se rendait compte qu'il y avait quand même un besoin de soutien pour les intervenants
tous les niveaux, mais notamment au premier niveau, pour être capable de mieux comprendre, dans le fond, comment identifier puis faire ressortir, intervenir auprès des enfants qui ont des besoins, développementaux particuliers. Puis de voir comment est-ce que, bon, on les identifie, mais après ça, c'est quoi le processus, qui on contacte, comment on reçoit du soutien, c'est quoi les outils, les critères pour être capable de former des sous-groupes, de travailler ensemble. Puis ensuite, au niveau 3, quel genre d'intervention spécialisée, dans le fond, on voulait offrir. Puis à travers tout ça, il y avait toute la question de ben, comment, quand on collabore avec les familles, les centres de réadaptation au Québec qui offrent des services pour les enfants qui ont des difficultés développementales ou certaines interventions dans la communauté. Comment est-ce qu'on intègre ça à l'intérieur des modèles qu'on appelait au Québec et qu'on appelle toujours de réponse à l'intervention? Ces modèles-là sont beaucoup plus académiques, focusés sur l'apprentissage scolaire. Et c'est là où on s'est rendu compte que, dans le fond, le soutien général qu'on voulait apporter pour essayer à l'intérieur du modèle de réponse à l'intervention de soutenir les enfants qui ont des difficultés développementales ne fonctionnait pas. On avait vraiment besoin d'avoir des professionnels de la santé dans les écoles pour être capable d'avoir vraiment une équipe intersectorielle, soutenir les enseignants et vraiment réfléchir à un nouveau modèle ou à une façon différente de concevoir les interventions qu'on a. Et c'est là où on est revenu à cette idée-là de dire ben, il faut revenir au modèle de Partnering for Change. Et comme le modèle qui a été testé en ce moment, c'est une ergothérapeute une journée par semaine, c'est ce qu'on va commencer par piloter au Québec. Donc, quand on fait une adaptation, ce qui est vraiment important, oui, on peut adapter en fonction du contexte, mais c'est important de respecter des éléments clés. Il y en a une douzaine pour Partnering for Change et vous avez la référence web à l'écran. Donc, c'est vraiment en l'idée-là de collaboration, de coaching, d'être en contexte, les éléments clés sont vraiment en lien avec des façons de pratiquer alignées sur les 4C. Ce qui fait qu'on s'est dit, ben, en fait, ça devrait être applicable dans presque tous les contextes. Fait que oui, il y a des éléments qui vont changer. On a rendu, par exemple, nous explicite que c'est pas juste pour les enfants qui ont été laissés, mais tous les enfants. Oui, on veut que l'intervention donc soit en contexte, mais pour être capable de répondre à certains besoins spécifiques, soit au niveau de l'intervention ou de l'évaluation. On a permis certaines interventions hors contexte aussi. Donc, on garde le C, on garde l'idée d'intervenir en contexte, mais on a défini certaines balises pour les interventions hors contexte aussi. Et on a renforcé les liens avec les familles plus explicitement, dans le fond, d'avoir des activités pour les familles et les partenaires, pas juste au niveau 3, mais vraiment aussi de façon plus proactive au niveau 1 et au niveau 2. Notre figure de Partnering for Change n'est pas à Québec, si vous voulez, n'est pas aussi belle que celle de l'Ontario. C'est un peu en construction, si vous voulez. C'est à peu près la même chose, mais vous allez voir qu'on a fait ressortir les partenaires communautaires comme étant pour nous un partenaire important et qu'on a encadré un peu plus le développement des relations de transfert des connaissances à la base parce qu'en soi, il y a des services qui ne sont pas de niveau 1, 2 ou 3, mais ça prend du temps, c'est des activités qui font partie de Partnering for Change et qu'on voulait illustrer dans le fond de cette façon-là, en les mettant vraiment dans un encadré qui soutient le développement des services de niveau 1, 2 et 3. Donc, on vient de finir, dans le fond, les analyses de cette année d'expérience avec Partnering for Change au Québec, puis on a soumis au Journal canadien d'ergothérapie. C'est toujours en révision et on espère que ça devrait sortir peut-être dans les prochains mois. Pour vous partager quelques résultats, soit on se dit oui, mais ça représente quoi? Fait que des fois, les chiffres, ça nous aide à réaliser. Environ donc sur 41 journées par année ou 46. Donc, normalement, c'est une journée par semaine. Donc, dépendamment de la durée de l'année scolaire, c'est ce qui devrait illustrer, dans le fond, la période et le nombre de jours. Le nombre de semaines de l'année scolaire devrait correspondre, dans le fond, au nombre de journées en ergothérapie en milieu scolaire. Plus ou moins, dans le fond, évidemment, les absences et autres. Et ce que vous voyez sur le tableau, c'est les chiffres, dans le fond, par jour. On fait que 191 minutes en niveau 1, ça veut dire environ 3 heures. Donc, si vous regardez, on a entre 3 et 4 heures par jour qui est passé sur des activités de niveau 1. Fait que c'est vraiment là où la majeure partie du temps des ergothérapeutes est destinée. Principalement pour des activités en classe pour certains, d'autres un peu plus dans la communauté ou en lien plus largement avec fait que, disons environ moitié et
On a eu des exemples, par exemple, de corridors interactifs, d'activités dans les cours de récréation. Donc, c'est environ moitié-moitié. Les activités de niveau 2 représenteraient 1 heure et demie. Donc, dans le fond, l'école A et l'école B leur représentent 2 ergothérapeutes différentes. Et des activités de niveau 3, vous voyez que c'est seulement une fraction de la journée, donc 1 heure puis 1 heure et quart, pour des activités qui vont être individuelles ou de groupe. Principalement individuelles, mais on pourrait avoir 2 enfants qui ont des besoins donc plus intensifs, mais qu'on arrive à jumeler pour faire des activités qu'on appelle de niveau 3. Vous voyez que le temps de collaboration, relié à des activités de collaboration, est quand même assez important, entre 1 heure ou 2 par jour, qui est pas relié à des activités, dans le fond, de niveau 1, 2 ou 3, mais vraiment juste à développer généralement des relations. Et bon, dans le fond, on avait également d'autres activités dans le lien avec des partenaires communautaires, plus reliés à la recherche ou vraiment de développement des connaissances. Mais tout ça pour dire qu'entre le niveau 1 et toutes les activités plus de collaboration, il y a une grande quantité de temps qui est mis sur cette idée-là de travailler ensemble à résoudre des problèmes ponctuels en contexte pour favoriser le fonctionnement des enfants. Des exemples, dans le fond, d'activités en classe peuvent inclure mener des ateliers d'observation, de travailler à modifier l'environnement, préparer différentes activités. Au niveau 2, des activités, en plus des ateliers, encore une fois, en sous-groupe. Et au niveau 3, dans le fond, individualisé avec l'enfant. Et vous voyez, sur 1 année, des enfants de niveau 3, dans une école, on a eu 7. Et dans la deuxième école, on a eu 10. Donc, c'est vraiment réservé à une minorité d'enfants qui a vraiment besoin de services de façon plus intensive. La satisfaction, suite à notre année d'expérimentation, était vraiment élevée. Les enseignants se sentaient soutenus pour être capables de développer des compétences, des connaissances, ont beaucoup apprécié. Pour les enfants aussi, ce qui est rapporté, donc principalement les enseignants, c'était des observations qui démontraient dans le fond un meilleur fonctionnement, beaucoup je dirais presque de plaisir, d'enthousiasme des enfants aussi à travailler avec les ergothérapeutes. Il y avait quand même quelques critiques qui disaient mais ça aurait été le fun qu'il y ait plus de temps dans les écoles que les autres, avoir plus d'enfants en individuel. Fait que c'est toujours cette tension, la balance entre on aime beaucoup les activités de niveau 1, de collaboration, mais aussi de s'assurer qu'on est capable de garder du temps pour les activités peut-être plus intensives ou traditionnelles, que ce soit de l'évaluation ou de l'intervention plus poussée. Donc, au Québec, pour nous, les prochaines étapes, c'est vraiment continuer à parler du modèle de Partnering for Change Québec ou de notre expérimentation qu'on a faite au Québec. Également, de tester dans plus d'écoles, mais aussi de voir si au Québec aussi, on serait capable de l'implanter par des orthophonistes, par des physiothérapeutes, par des professionnels non enseignants comme des psychoéducateurs. Bref, est-ce qu'une équipe de professionnels non enseignants pourrait utiliser ce modèle-là et de poursuivre la documentation de l'implantation puis des résultats. Donc, quand on l'implante dans plusieurs contextes variés, dans différentes régions, dans des écoles où il y a des classes régulières, des classes spécialisées, qu'est-ce que ça donne dans le fond au niveau des résultats. Fait que c'est ce qui s'en vient pour nous au Québec. Et pour et ailleurs, dans le fond, dans le reste du monde, il y a différentes initiatives en cours. Mais l'idée, c'est toujours de bien comprendre le contexte, en quoi est-ce que ce modèle-là va répondre aux besoins, de regarder les opportunités, d'adapter le modèle, dans le fond, en fonction du besoin, mais toujours en respectant cette idée des principes clés en fonction des 4 C. Puis vraiment de préparer le changement aussi, donc vraiment de bien expliquer ce qu'est pas Partnering for Change, de former les intervenants et d'offrir du soutien au rôle des enseignants, mais de l'ensemble de l'équipe école aussi. Donc vraiment pas sous-estimer la gestion du changement. Puis si vous me dites, ben, Partnering for Change, le modèle comme tel n'est pas applicable, il y a quand même cette idée de dire, ben, quelle partie du modèle est-ce que je peux prendre qui, pour moi, pourrait, dans le fond, faire du sens, être applicable, être faisable. Que ce soit de prendre, par exemple, certaines activités de niveau 1, par exemple, pour soutenir les intervenants. Que ce soit cette idée-là de différencier ou dans le fond, de réponse à l'intervention où on va observer de façon dynamique les enfants qui ont besoin de plus de soutien pour être capable de faire des petits groupes et travailler ensemble. Donc, c'est vraiment une question de voir qu'est-ce qui est faisable pour vous dans vos contextes à ce moment-ci.
Donc, ça conclut pour moi la présentation et je vous laisse mes coordonnées, évidemment, si vous voulez me contacter ou contacter mon équipe par courriel. Donc, merci beaucoup, une bonne fin de journée.